D'autres cas de binationaux n'ont pas soulevé autant de solidarité. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du président algérien ? D'abord, cette détestation de la France et des Français qui fait qu'il n'est même pas capable de comprendre que Boualem Sansal est franco-algérien. Donc quand il nous dit que c'est, je sais pas quoi, une espèce de... C'est pas un problème algérien. C'est pas un problème algérien, non, c'est un problème français. Et c'est même un problème franco-algérien, si on veut. C'est un ressortissant français. Et donc, c'est un citoyen français. Mais je sais qu'avec Macron, il fait pas bon être citoyen français dans les geôles du Hamas, dans les geôles iraniennes ou dans les geôles algériennes. Là, finalement, on veut pas fâcher la rue, comme on dit, la rue française. Et là, pour le coup, on veut bien sacrifier quelque écrivain ou quelque intellectuel ou quelque individu dont on pense qu'il va pas contribuer à faire la politique de la France. Mais simplement, on est toujours dans des logiques de mal dominant. Et Emmanuel Macron, devant Monsieur Tebboune, n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire, il va s'excuser, il va se mettre à genoux, il va dire on n'a pas été gentil, on a fait un crime contre l'humanité, on n'aurait pas dû, etc., etc. Ben, si vous faites ça... C'était avant. Il a quand même appelé l'Algérie à libérer Boualem Sansal. C'est le moins quand même. Vous imaginez pas qu'il puisse se comporter comme Rima Hassan en disant que c'est bien fait pour lui et qu'il pense des choses d'extrême droite et que la prison, il y a à peu près que ça de bien pour lui. Si le chef de l'État en était là, on est dans soumission de Houellebecq, mais plutôt aux dernières pages. Là, on aura probablement un chef d'État qui fera ça un jour. Mais pour l'heure, c'est le minimum qu'on puisse attendre. Quelqu'un qui nous a dit un certain nombre de choses sur le Hamas ou sur les Juifs, ils ne sont pas forcément à son honneur. Le président Macron n'est pas crédible, n'est pas audible. Et un chef de l'État comme le chef de l'État algérien n'a pas grand-chose à faire d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas envie de rencontrer. Qui sont aujourd'hui nos interlocuteurs ? On a parlé de Jean-Pierre Chevènement, on a parlé de Dominique de Villepin comme des gens qui seraient susceptibles d'être entendus, d'avoir l'oreille. Mais pourquoi faire ? Et l'Algérie va proposer des compensations en disant vous le voulez, on vous le rend, mais si on vous le rend, ceci, etc. Et en cachette, on dira oui, on dira non. Et en attendant, l'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants. On a eu le cas avec un pseudo-influenceur qui a été refoulé par l'Algérie. Et là, c'était un clandestin sous OQTF, carrément, qui nous a été aussi renvoyé. Oui. C'est la politique du bras de fer, en réalité. Oui, simplement quand Trump fait ça avec les Vénézuéliens, et les Colombiens aussi. Les Colombiens, oui. Pas les Vénézuéliens, c'était les Colombiens. Oui, c'est ça. Quand il fait ça avec les Colombiens, il doit savoir qu'il n'y a pas des Colombiens qui sont sur le territoire américain, qui seraient une espèce de 5e colonne, prête à déclencher des hostilités armés, peut-être, ou avec des couteaux, contre la France ou les Français. Donc il n'a pas cette perspective-là, le président Trump. Le président français, si, c'est très bien que s'il entre en guerre, dans cette guerre commerciale ou diplomatique avec l'Algérie, il y a un certain nombre de Franco-Algériens qui écouteront le président Tebboune et qui, pour le coup, ne se laisseront pas faire. Vous ne pensez pas qu'il y a une majorité de ces binationaux qui se sentent français comme vous et moi ? Bien sûr, une majorité. Qui sont complètement intégrés. Mais bien sûr, et qui aiment la France. C'est la même chose avec les musulmans, dont la majorité est pacifique, est intégrée, susceptible d'être intégrée, aime la France, etc. Mais ce sont les minorités qui font l'histoire. Une minorité agissante et violente aura toujours raison sur une majorité silencieuse. Et il suffit d'une poignée de gens. Parlait tout à l'heure des Jacobins, une poignée de gens déterminés et qui sont violents, qui ont décidé de recourir à la violence, auront raison sur le silence de gens qui n'en peuvent mais. Ils n'ont pas... Effectivement, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes musulman aujourd'hui ? Juste dire, et que vous ne vous reconnaissez pas dans ces gens-là. Pas en mon nom, mais ça suffira pas. Donc, et puis après, vous allez vous aliéner la communauté, vous allez vous aussi devenir une cible, vous n'avez pas forcément envie d'être courageux. Il faut être un peu fou aujourd'hui pour être courageux. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1 avec vous. On va évoquer la loi sur la fin de vie qui va arriver bientôt dans les prochains mois devant le Parlement. Vous le savez, François Bayrou a fait scinder le texte en deux. D'un côté, l'accès aux soins palliatifs, extrêmement important, et de l'autre, l'euthanasie. Cette semaine, nous avons reçu le philosophe, un de vos confrères, André Comte-Sponville, qui a pris une position qui vous a heurté sur le fait d'ouvrir cette possibilité d'euthanasie, si elle était votée, bien sûr, aux malades d'Alzheimer. On écoute André Comte-Sponville et vous lui répondez. Moi, ce que je souhaite, c'est que si mon médecin me diagnostique Alzheimer, j'ai le droit de demander à mettre fin à mes jours tant que je suis encore capable de le faire consciemment. Parce que actuellement, il y a une ambiguïté dans le projet de loi actuel. C'est que très légitimement, l'euthanasie est réservée à des gens qui sont assez conscients et rationnels pour la demander légitimement. Très bien. Sauf que si je commence un Alzheimer,
Si on me dit il faut attendre que tu sois en phase terminale pour pouvoir demander l'euthanasie, quand je serai en phase terminale, je ne serai plus lucide. Et donc les deux exigences, la phase terminale de la maladie, la lucidité, sont incompatibles pour ce qui est d'Alzheimer. Et donc moi je demande que si je suis diagnostiqué Alzheimer, j'ai le droit de demander à mourir, qu'on me donne par exemple la molécule létale, libre à moi de la prendre ou pas, au moment que je jugerai bon. Pourquoi c'est une position choquante, Michel Onfray? Je trouve étonnant qu'on puisse demander l'aide de l'État pour se suicider. La question, elle est, si on a une maladie d'Alzheimer qu'on vient de vous annoncer, vous êtes dans la possibilité de mettre fin à vos jours. Donc oui, mais dans le cas où vous n'avez plus toute votre tête et finalement vous voudriez quand même avoir la pilule létale. C'est ambigu. Il a l'air de dire, c'est au départ quand ça m'arrive. Mais alors après, si on dit à mes papis, il est Alzheimer et puis il y a un héritage, etc., c'est le danger de l'eugénisme. Voilà, on éjecte tous les indésirables de la société. C'est la question de l'eugénisme. Je ne parlerai pas d'André Comte-Spongy, dont j'ai trouvé très étonnante sa prise de position pendant le Covid, où il disait, moi je suis vieux, je peux mourir, place aux jeunes, etc. Il a commencé communiste et il est dans l'ultralibéralisme aujourd'hui en disant finalement, les gens qui sont inadaptés à la société, je sais qu'il soutient Macron par ailleurs, mais il y a les gens qui sont rien et les gens qui ont. Et les gens inadaptés, finalement, on pourrait en faire l'économie. Alzheimer, ça disparaît. C'est plus compliqué que ça. On peut pas dire, mais je voudrais que... Moi, ça m'est arrivé d'être en présence d'un vrai cas concret en disant, alors, piqûre, pas piqûre, euthanasie, pas euthanasie. Qui va décider en disant, le grand-père, là, il a une euthanasie, mais il n'y a pas une échelle de Richter qui nous permet de savoir qu'on peut en finir, etc. Et puis, vous avez ce que j'ai appelé le droit de la contradiction, pour utiliser la formule de Baudelaire. C'est-à-dire, vous pouvez défendre l'euthanasie toute votre vie, puis quand ça vous arrive et que vous avez la mort en face, là, juste ici, on vous dit, ben voilà, maintenant, c'est dans 3 ans ou c'est dans 3 semaines, juste dire non, je voudrais aller jusqu'au bout. C'est pourquoi je trouve que ce que fait Bayrou, en permettant les deux, c'est intéressant. Moi, je suis pour le choix. Je ne suis pas un idéologue qui dirait vive l'euthanasie, c'est un marqueur de gauche, vive les soins palliatifs, c'est un marqueur de droite. Il faut qu'on puisse choisir. Il faut que tout le monde ait accès aux soins palliatifs. Aux deux, oui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Simplement, l'idée de dire je vais à l'hôpital et je veux qu'un médecin s'occupe de moi et qu'il me donne la molécule, non, le suicide reste quand même une liberté individuelle. Il ne faut pas demander à l'État et encore moins à des médecins ce genre de possibilités. Parce qu'après, vous avez des gens qui vont dire souffrance psychique. Il y a des gens qui disent, moi je déprime depuis trop d'années, c'est une souffrance physique. Mais c'est le cas, il y a déjà des cas en Belgique. Bien sûr. Donc, le suicide, pour moi, l'aide au suicide est problématique. Mais on peut aujourd'hui dire, il y a ça, et puis de l'autre côté, il y a ce que finalement est ce qu'on appelle un eugénisme. C'est-à-dire dire, on va se débarrasser des maladies d'Alzheimer. Et pourquoi? Puis après les handicapés, puis après quoi? La portée ouverte à tout. Et bien sûr. Puis vous êtes trop vieux, vous coûtez trop cher. Enfin, il y a eu un moment donné, moi, comme ma compagne a terminé pratiquement toutes ses chimiothérapies, on a commencé par dire, non, maintenant, on va pas vous soigner, c'est fini, vous coûtez trop cher. J'ai appelé le directeur de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et je lui ai dit, ah bon, on va en parler. Si vous voulez, je vais en parler aussi publiquement. Non, c'est pas compris. Je dis, oui, non, c'est pas compris. Mais parce que je vous appelle et que je suis moi. Mais et les autres, ils font comment? Et c'est vrai qu'on est dans une société où on se dit, finalement, on ouvre la porte, et puis tous ceux qui ne correspondent pas à la norme, qui sont pas productifs, qui sont pas économiquement rentables, et ben, porte ouverte pour la sortie. Donc défendons la liberté individuelle, c'est-à-dire la possibilité de se suicider sans criminaliser le suicide, la possibilité de recourir à l'euthanasie si on le souhaite. Et là, il y a toute une théorie. On fait des testaments de vie, qu'on appelle des testaments de vie. Vous dites ce que vous souhaitez, vous le donnez à quelqu'un qui sera votre conscience, votre raison, votre intelligence et votre parole quand vous aurez perdu conscience, raison, parole, etc. Et puis, la possibilité de dire, je défends l'euthanasie jusqu'à aujourd'hui, maintenant je veux des soins palliatifs. Oui. Mais qu'on permette les deux, qu'on arrête. C'est la même chose avec les guerres scolaires, qu'on arrête d'empêcher à la moitié de la France de pouvoir pratiquer ce qu'elle a envie de pratiquer. J'entends, mais les soignants sont absolument vent debout, vous le savez, contre cette loi sur la fin de vie. Claire Fourcade, que nous avons interrogée régulièrement sur notre antenne, dit voilà, il faut pouvoir accompagner les malades sans douleur vers la fin de vie, et la demande d'euthanasie s'arrête. Voilà, chacun a... Oui, il y a de l'idéologie chez cette dame. Non, il n'y a pas d'idéologie. Si, quand elle nous dit que globalement... Il y a une expérience. Il y a 30 ans d'expérience auprès des malades. Ouais, et ça, c'est absolument indéniable. Oui, mais ça dépend si vous avez une clinique privée, vous aurez une sociologie qui ne sera pas forcément la même que si vous êtes dans un hôpital public. Et quand on dit tous les gens qui veulent la mort, finalement, globalement, quand on leur parle et qu'on les accompagne, ils disent non, finalement, je ne veux pas mourir. C'est une sociologie idéologique et militante. Bon, allez, Michel, il n'y a que des cas particuliers
Et l'idée de théoriser, je ne dirais pas l'inverse non plus. Je dis juste laisser choisir. Un petit mot vous avez parlé de l'intelligence, on va parler de l'intelligence artificielle. La fameuse IA qui à la fois nous inquiète et nous fait rêver parce qu'il y a des possibilités absolument infinies grâce à l'IA. Il y a un sommet mondial sur l'intelligence artificielle qui a démarré à Paris. D'abord des réunions des experts et puis lundi, c'est les grands patrons de la tech, comme on dit, et les chefs d'État qui seront réunis par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, là, il tente de remettre la France au centre du jeu sur ce domaine de l'IA. Il dit aussi, ce qui n'est pas absurde, il ne faut pas que l'Union européenne soit complètement dépassée par les géants chinois et américains. Quels sont les aspects positifs et négatifs pour vous de l'intelligence artificielle, Michel ? C'est vertigineux ou pas ? Ah oui, bien sûr. Ça va supplanter l'intelligence naturelle, du moins ce qu'il en reste. Chez certains, on peut chercher encore. Et donc, c'est inévitable. C'est inévitable. Donc il faut accueillir cette révolution-là ? Oui, on n'a pas le choix. Simplement, quand vous avez des Chinois qui, eux, ont le pouvoir d'État, et vous avez les Américains qui ont le pouvoir de l'argent, nous, on a le pouvoir de quoi ? On a le pouvoir de la parole. On dit, il faut absolument qu'on soit à la tête des ordinateurs quantiques. On n'a même pas un ordinateur français. Ça fait rire quand Macron nous dit ce genre de choses. Donc simplement, les gens qui mettent un paquet de dollars comme ça, et puis les gens qui disent, j'ai mis 20 centimes d'euros, c'est pas compliqué, ils ne trouveront rien. D'autant que les chercheurs français, on ne les aide pas. Et les chercheurs français, s'ils ont envie de chercher, ils vont rester au CNRS, et on n'est pas tenu de trouver quand on cherche dans ces cas-là. Mais vous allez aux États-Unis, parce que là, on vous dit, vous avez des crédits, mais il va falloir trouver des trucs. On va pas vous donner beaucoup d'argent si au bout du compte, vous ne trouvez rien. Donc évidemment, les gens qui vont trouver l'intelligence artificielle la plus performante, et on l'a vu récemment avec les Chinois, qui d'un seul coup sortent du bois en disant « nous, on a ça ». Vous voyez tous les cours américains qui s'effondrent parce qu'ils pensaient avoir le leadership. C'est toujours se tromper sur le silence de la Chine que de croire qu'ils ne travaillent pas. C'est toujours se tromper sur le silence de la Chine de ne pas croire qu'ils sont impérialistes. Ils le sont. Et ils sont en train de jouer au Mikado, vous savez, ils enlèvent un truc, un deuxième machin, etc. Et puis ils avancent leur pion. Et ils ont bien raison, il faut leur boulot. Simplement, nous, on ne le fait pas. On perd notre intelligence, on perd notre technologie, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'investisseurs qui ont envie d'investir sur ce sujet-là. Or, c'est la meilleure et la pire des choses. Parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a une intelligence naturelle. Qui la pilote ? L'intelligence artificielle. Après, c'est bien beau de dire, j'ai sur mon téléphone portable une intelligence artificielle qui me permet, moi, d'envoyer une photo sympathique, je suis en train de boire un coup de bière avec le pape. Avec le pape, donc, c'est sympathique. Mais c'est pas que ça, l'intelligence artificielle. Non, mais là, par exemple, aujourd'hui, 80%, paraît-il, des copies des élèves sont rédigées par ChatGPT. Oui. Donc c'est terrible. Oui, bien sûr. Je ne parle pas des papiers d'un certain nombre de journalistes. Moi, je les reconnais parfois quand je les lis, le travail de l'intelligence artificielle. Après, ils savent très bien se copier les uns les autres. Aussi. Oui, c'est un peu la même chose, vous avez raison. Mais il faut aussi être à la tête du meilleur. On sait aujourd'hui que si vous donnez de l'intelligence à l'intelligence et de l'intelligence à l'intelligence à l'intelligence, cette intelligence se nourrira d'elle-même et elle sera bien plus performante que ce qu'elle est aujourd'hui. Je dis toujours que celui qui traverse la première fois la Manche avec un avion, il n'invente pas le supersonique, sauf que c'est 60 ans plus tard, le Concorde. Ça va à une vitesse folle. C'est exactement la même chose. Dans 60 ans, on n'en reparlera pas, mais dans 60 ans d'intelligence artificielle, on verra quels pays auront pris le leadership, et assez probablement, les guerres se feront avec l'intelligence artificielle. Donc évidemment, vous faites servir l'intelligence artificielle à des fins terribles, c'est déjà un peu le cas. En Israël, on sait comment ça fonctionne. Il y a des guerres de drones qui sont pilotées. Bien sûr, et pas seulement. C'est-à-dire qu'après, vous avez des reconnaissances, et vous avez des décisions de tirer sur des armes. Il y a toujours un homme derrière. Avec Tsahal, c'est pas une machine qui s'emballe comme ça toute seule en disant on laisse faire. Elle pense à la place de l'homme, elle pense beaucoup plus vite parce que l'homme lui demande de penser à sa place. Et on va pouvoir trouver un certain nombre de molécules ou de médicaments. C'est-à-dire l'intelligence, au sens étymologique, c'est l'art de mettre en relation des choses qui sont a priori sans relation. Une intelligence artificielle, elle sera toujours plus performante parce que le cerveau, pour l'instant, il est limité. Alors que l'intelligence artificielle, elle deviendra à un moment donné illimitée. Et le premier qui... Et il est périssable, le cerveau. Oui, et le premier qui dira à l'intelligence artificielle... développe-toi par toi-même, prends ton autonomie. Et ça arrivera, évidemment que ça arrivera. Bien sûr. Il y a déjà des choses, moi je ne sais pas si on doit porter crédit à ce genre de choses, mais il y a déjà des analyses qui disent que les intelligences artificielles sont capables de se connecter dans le dos des hommes pour inventer des langages qui leur permettent de sauver ou de sauvegarder leur être, de persévérer dans leur être. Si ça n'est pas la définition de la vie, ce genre de choses. Et puis le jour où on permettra aux vivants et aux mécaniques, c'est la définition du rire chez Bergson, le mécanique plaqué sur du vivant, mais de fonctionner ensemble, un ordinateur quantique et des neurones,
Eh bien là, on verra ça. Ça s'appelle déjà Neuralink et c'est déjà Elon Musk qui travaille sur ce sujet-là. Et quand il vous aura mis une petite pièce juste posée comme ça, l'équivalent d'une puce comme ça numérique, et que vous aurez la possibilité de piloter les humains, on vous dira oui, mais c'est pour prévenir des maladies, d'Alzheimer justement. On dira mais là, on est capable de les prévenir. On dira bah oui, c'est formidable. Vous étiez tétraplégique et ça vous permet de marcher. C'est le cheval de Troie. Tout le monde dira bah oui, je veux ça, j'en veux. Puis à un moment donné, on dira oui, mais on pourra vous permettre de penser correctement aussi. Alors il faudra, on vous dira. Écoutez France Inter tous les matins, mais jamais CNews. Europe 1, nous on écoute Europe 1. Voilà. Mais Michel, c'est une question de civilisation, là encore. Là, c'est une civilisation, plus qu'une civilisation, c'est quasiment un monde qui va disparaître. Ah bien absolument, c'est la prochaine civilisation. C'est-à-dire, c'est pas, y a pas un grand remplacement maghrébin ou arabo-musulman en Europe qui est problématique. C'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est effectivement le remplacement de l'homme par la machine. C'est le règne du post-humain. Ça se passe tout de suite en Californie, mais ça se passe aussi en Chine et probablement en Inde également, et sûrement aussi en Russie. Encore qu'ils sont assez doués pour copier beaucoup plus que pour inventer. Souvenez-vous du Tupolev et du Concorde. Mais il y a un moment donné où une intelligence artificielle surgira et détruira les autres intelligences artificielles. C'est une guerre. C'est une guerre commerciale, mais c'est une guerre civilisationnelle. Celui qui pilotera l'intelligence artificielle, si c'est une intelligence artificielle chinoise ou américaine ou indienne, ben évidemment, vous piloterez. Et ça ne sera pas une intelligence européenne, alors ? Non. On est des nains mais oui, dans cette compétition-là. Oui, on a vu avec Bernard Arnault l'autre jour, dès que vous avez des gens qui inventent, on dit il faut les taxer. Donc si vous commencez par dire moi je voudrais inventer, on vous dit mais vous allez d'abord commencer par donner de l'argent. Les patrons parfois ils mettent de l'argent pour inventer. Et ils inventent parfois des vaccins, ils inventent parfois, enfin tous les gens de la tech, ils ont inventé d'abord dans leur garage un ordinateur, la puce était française d'ailleurs, je me rappelle, on a perdu ça. Hein. La carte à puce. Oui, absolument. Le Minitel était français, c'est-à-dire qu'à une époque on inventait des choses, maintenant on n'invente plus rien, c'est-à-dire on prend tout ce que les Américains nous donnent. Et si on voulait vraiment mettre de l'argent, ça ne suffirait pas en France. Il faut qu'on ait des chercheurs. Michel Onfray, philosophe connu pour ses prises de position tranchées, a récemment déclaré qu'Emmanuel Macron va se mettre à genoux devant le président algérien. Cette affirmation, provocatrice et polémique, mérite d'être analysée sous plusieurs angles, notamment historiques, politiques et diplomatiques. Elle s'inscrit dans un contexte de relations franco-algériennes, souvent marquées par des tensions où la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie joue un rôle central. Emmanuel Macron, depuis le début de son mandat, a tenté d'apaiser ces tensions par des gestes symboliques et des déclarations visant à reconnaître certaines responsabilités de la France dans les violences passées. Cependant, ces initiatives ont été perçues de manière contrastée. Si certains y voient un pas vers la réconciliation, d'autres, comme Michel Onfray, considèrent qu'il s'agit d'une forme de soumission ou d'excuse excessive. Derrière cette critique se cache une vision plus large de la politique d'Emmanuel Macron, souvent accusé par ses opposants de manquer de fermeté et de céder face aux pressions étrangères. L'utilisation de l'expression « se mettre à genoux » n'est pas anodine. Elle suggère une posture d'humiliation et de capitulation, une image forte qui résonne particulièrement dans les débats sur la souveraineté nationale et l'identité française. Onfray, qui défend une philosophie inspirée du matérialisme et du souverainisme, critique régulièrement la politique étrangère du président français, qu'il juge trop influencée par une volonté de repentance. Pourtant, il convient de nuancer cette analyse. La diplomatie repose sur un équilibre délicat entre reconnaissance du passé et défense des intérêts nationaux. La France a des enjeux stratégiques avec l'Algérie, notamment sur le plan énergétique, migratoire et sécuritaire. Une relation apaisée avec Alger est donc essentielle pour Paris, d'où les efforts répétés d'Emmanuel Macron pour maintenir un dialogue ouvert, malgré des tensions récurrentes. Il est également important de replacer cette déclaration dans le contexte des débats politiques actuels en France. Michel Onfray, en tant que figure médiatique, cherche souvent à provoquer et à susciter des réactions, ce qui explique l'usage d'un langage aussi fort. Il s'inscrit ainsi dans une critique plus large du progressisme et du mondialisme qu'il attribue à Macron. Considérant que celui-ci affaiblit la France en cherchant trop souvent à plaire à ses partenaires étrangers. Cependant, la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie ne peut être réduite à une simple posture de soumission. Elle est aussi guidée par des considérations pragmatiques,
comme la gestion des flux migratoires et la coopération économique. Si certaines de ces déclarations ont pu être perçues comme maladroites, elles répondent à une volonté de tourner la page d'un passé douloureux qui pèse encore sur les relations bilatérales. Il est intéressant de noter que cette critique d'Onfray rejoint celle formulée par d'autres courants politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, qui dénoncent régulièrement ce qu'ils appellent la repentance et la perte de souveraineté française. À gauche, en revanche, on tend plutôt à saluer les efforts de reconnaissance historique, même si certains estiment qu'ils restent insuffisants. Finalement, cette polémique illustre une fracture plus profonde dans le débat public français, celle entre ceux qui estiment que la France doit assumer pleinement son passé colonial et ceux qui pensent qu'elle doit cesser de s'excuser et affirmer davantage sa puissance. Dans ce contexte, la déclaration de Michel Onfray apparaît comme une critique acerbe de la politique macronienne, mais aussi comme un symptôme des tensions persistantes autour de la mémoire coloniale et des relations entre la France et l'Algérie.